Un jour, j'arrivais dans un amphithéâtre où je devais donner un cours. Quelques étudiants étaient là et ils se moquaient des platistes, des gens qui pensent que la Terre est plate. Je leur ai demandé, mais au fait, en effet, c'est très bien de se moquer des platistes. Mais qui parmi vous saurait me dire comment on a su que la Terre est ronde? Et là, il y a eu un grand silence. L'origine de la collection, comment a-t-on su, elle est très très simple. Je me suis dit, comment a-t-on su? C'est plus important de montrer comment les connaissances sont devenues des connaissances au cours de l'histoire des idées, puisqu'aujourd'hui, dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, scientifiques ou non, des croyances, des commentaires, des opinions, des fake news. Leurs statuts respectifs se mélangent. Quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ça n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Quand on a affaire à une croyance, on se demande si elle ne porte pas une connaissance qu'on aurait méprisée. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de connaissances scientifiques. Tout le monde sait que la Terre est ronde, tout le monde sait que l'atome existe. On a un peu trahi l'idée même de science qui est une entreprise collective. Il ne faut pas faire confiance à tel ou tel scientifique. Être chercheur, c'est quoi? C'est se poser une question que se posent d'autres chercheurs, mettre en branle une méthodologie, faire des expériences, obtenir des résultats. Une fois que ces résultats sont obtenus, on les discute avec d'autres qui se posent les mêmes questions ou qui travaillent sur des sujets voisins. Ça s'engueule, ça se dispute, et à la fin, si tout va bien, au bout d'un temps qui peut être très long, ça tombe d'accord. Et si on oublie cette dimension collective, alors on trompe les gens sur la façon dont les connaissances se construisent. Quand tous les scientifiques disent la même chose, ça va. Mais si l'un se met à se démarquer et à faire l'histrion en publiant ses résultats sur Twitter, sans les faire discuter par d'autres, ça devient suspect. Je pense que la bonne façon de s'informer, c'est de faire preuve de patience. Il faut accepter de ne pas savoir, tant qu'on ne sait pas. L'humanité n'a jamais reçu autant d'informations. Aujourd'hui, elles arrivent de partout, sur toutes sortes de sujets qui ne nous intéressent pas forcément. Notre cerveau est perdu, et donc il va tracer sa route dans ce paysage en s'intéressant aux informations qui lui font du bien, qui correspondent à ce qu'il a envie de savoir. Et comme toutes les thèses sont présentes sur Internet, vous trouverez un site qui vous explique qu'il y a une réponse qui va dans le sens de ce que vous interrogez, qui se trouve disponible et qui est étayée. Tous ces biais qu'on appelle des biais cognitifs, dont il faut avoir conscience pour tenter d'éliminer les effets qui sont sur nous. Personne n'est à l'abri des biais cognitifs. Les valeurs de votre communauté numérique peuvent, à vos yeux, devenir plus importantes que les valeurs de la société dans son ensemble. Finalement, la République, c'est un endroit où on doit être malmené intellectuellement. Une République, c'est un endroit où vos croyances, vos connaissances sont malmenées parce qu'elles entendent des arguments qui viennent les contredire. Sinon, vous vous installez dans un milieu où vous êtes bien parce que jamais votre pensée n'est invitée à se dire non à elle-même. Moi, je pense que rien ne remplace la linéarité du livre. Aujourd'hui, les gens lisent beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Mais je ne suis pas sûr qu'ils lisent autant de livres qu'avant. Ce qui est précieux dans un livre, c'est qu'il est linéaire. Vous devez suivre les pages dans l'ordre. Et si vous sautez un chapitre, vous risquez de ne pas pouvoir lire ou comprendre le chapitre suivant. Et c'est ça qui fait qu'on apprend. On bute sur un raisonnement, par exemple, sur un argument, et puis on y revient, et puis ça passe. Alors que la lecture sur Internet vous présente une mosaïque d'articles, d'images, de photographies, et votre attention est dispersée. Et dès que vous butez sur une difficulté, la tentation est grande d'aller voir ailleurs, où c'est plus simple, et puis de circuler comme ça, d'une façon apparemment chaotique, mais qui en réalité téléguide votre attention vers des sujets qui vous intéressent de plus en plus. Et je pense que la science a à voir avec la linéarité du livre. On produit de la technologie qui fait des choses incroyables, qui parfois nous dépassent. Regardez, il y a des logiciels qui jouent aux échecs mieux que nous. On devrait être fiers d'avoir produit une technologie qui nous dépasse. Mais en même temps, on éprouve une honte à voir que des machines qui ne sont pas humaines font mieux que les humains certaines choses.
Aujourd'hui, on voit moins la Voie lactée que les anciens, parce qu'il y a la pollution lumineuse, il y a la pollution tout court qui empêche de voir les étoiles. Et du coup, on est un peu... voilà. Et on s'intéresse beaucoup plus, par exemple, à ce qui se passe dans l'atmosphère, changement climatique, réduction de la biodiversité, etc., que ce qui se passe au-delà de l'atmosphère. Croire au progrès, c'est configurer le futur à l'avance, d'une façon qui est crédible, parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie, et attractive. Donc si on veut que la société, le monde de demain qu'on a configuré se réalise, il faut travailler à le faire advenir. Parce que quand on parle du futur d'une façon crédible, c'est pas attractif. Et quand on en parle de façon attractive, c'est pas très crédible. Et du coup, l'idée de progrès est mise à mal par cette impossibilité, par cette contradiction. Il faut tenir compte de ce que nous voulons, mais aussi de ce que nous savons. Pour tenir compte de ce que nous savons, il faut déjà bien dire ce que nous savons, avec des mots corrects. C'est la condition pour faire un projet de société qui tienne la route.